Et nous revenons sur ce plateau pour la suite de ces débats. On va faire un dernier tour de table sur la question de la religion au Kenya. Avant d'aller sur le deuxième sujet, Samir ou Rossama, qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui difficile de pouvoir contrôler ces églises-là et quel doit être le rôle de l'État? D'abord, c'est un manque de volonté de plusieurs États. Vous savez, les paramètres politiques font que l'État hésite à véritablement durcir lorsqu'il y a de ces défaillances. Vous savez, dans la plupart des pays africains aujourd'hui, vous avez les dirigeants qui sont devenus des pasteurs, qui prêchent de l'évangile. Vous avez des hautes personnalités de l'État qui sont impliquées directement dans ces histoires de l'évangile, de politique et tout ça là. Mais moi, je pense véritablement que l'État doit pouvoir s'affirmer en tant que premier garant des libertés individuelles et collectives. Vous savez que quand vous êtes dans un pays ou sur un territoire où l'être humain ou la personne humaine n'est pas conscient de mettre en œuvre des pratiques qui puissent garantir sa sécurité, c'est de la volonté, c'est de l'obligation ou du devoir de l'État de faire en sorte que la sécurité de cet individu, de cette personne-là soit sauvegardée sur son territoire. Donc, vous savez, dans beaucoup de pays aujourd'hui, comme par exemple celui du Togo, vous avez une direction des cultes qui règle tous ces problèmes-là. Nous avons une police judiciaire qui est véritablement établie. Vous avez beaucoup de commissariats de police qui ont cette unité-là de police judiciaire qui peut de temps en temps faire des enquêtes pour voir ce qui se fait dans ces églises-là et faire un rapport. Et cela permet à l'autorité de pouvoir prendre des mesures et durcir. Et nous avons intérêt à agir parce que moi je me dis que aujourd'hui quand on parle de Boko Haram, quand on parle de d'autres sectes, c'est comme ça cela a commencé. On a commencé par laver le cerveau des gens, on a commencé par leur dire que si vous voulez voir Dieu, vous devez passer par moi. C'est-à-dire que les pasteurs sont devenus des dieux pour les personnes aujourd'hui. Quand vous allez dans certaines églises, même les pasteurs sont adorés plus que Dieu. C'est notre papa. Vous voyez, c'est surtout les femmes qui ont cet esprit faible-là. C'est notre papa. Les gens sont prêts à rester dans l'église du matin jusqu'au soir ou de lundi jusqu'à dimanche. Alors que Dieu même l'a dit dans les Saintes Écritures, vous ne mangerez qu'à la sueur de votre front. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas manger. Si vous n'observez pas toutes les prescriptions religieuses qui ont été prescrite par Dieu lui-même, vous ne pouvez pas enfanter. Ce n'est pas une personne qui vous donnera un enfant. Ce n'est pas une personne qui vous donnera de l'argent. Ce n'est pas une personne qui vous donnera du travail. C'est à vous. Vous-même, vous devez vous réveiller, vous devez vous mettre au travail et vous devez vous en tenir à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Si vous voulez adorer Dieu, si vous voulez rencontrer Dieu, parce que les Saintes Écritures sont claires aujourd'hui, la rencontre de Jésus se fera selon ce qui a été écrit dans la Bible et il reviendra pour ceux qui y croient. Ok, merci beaucoup. Je viens à vous. Obékou, est-ce que des fois, quand on se réfère à certains passages bibliques ou bien aux expériences de la foi de certains patriarches, est-ce que ça ne donne pas raison parfois à ces pasteurs-là de demander aux fidèles de faire ce genre de choses quand on voit que dans des situations difficiles, des gens ont jeûné, ils ont obtenu des résultats? Est-ce que ça ne pousse pas aussi des gens à dire, comme tel l'a fait dans la Bible, moi aussi je vais jeûner jusqu'à ce que j'obtienne mon résultat et peut-être qu'on débouche sur ce genre de situation? Non, pas du tout. Ça, c'est quand on observe bien les Saintes Écritures, on ne peut pas arriver jusqu'à ces dérives-là. Au fait, il y a beaucoup d'églises, mais il y a une multitude qui prêche la bonne parole et qui ne vont pas jusqu'à demander l'impossible à leurs fidèles. Mais il y a quand même ces brebis galeuses là qu'il faut quand même condamner. Parce que ça ne va pas dans la droite ligne de l'épanouissement des fidèles de la population. Au fait, on n'a pas le droit, et ceci, il faut appeler aussi à la conscience des fidèles eux-mêmes. Quel que soit le degré d'esprit que nous avons, nous percevons quand même lorsque ce qu'on nous dit est quand même difficile ou impossible, quand même l'être humain est doté quand même de certaines facultés. On dit souvent ce qui est impossible à l'humain n'est pas impossible à Dieu. N'est pas impossible à Dieu, mais on n'est pas Dieu. On est, oui, justement, on est humain. On se dit que Dieu va nous aider à pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il faut, c'est quand même... Et on peut chaque fois, on entend les gens dire que c'est la pauvreté, tout ça qui fait... Pas du tout. Mais on a quand même des pasteurs qui arrivent à escroquer des gens
très riches et qui leur retirent, soutirent leurs biens jusqu'à ce qu'ils deviennent quand même, ils reviennent à zéro. Donc ça, ce n'est pas une question de pauvreté, mais une question de conscience, une question d'éveil d'esprit. Merci. Donc il faut quand même que l'État aussi, et il y a la responsabilité de l'État, mais aussi des fidèles qui doivent prendre conscience de leur situation au niveau de ces églises-là. Et surtout, il faut éviter les sectes et des gourous qui ne cessent de prêcher pour eux-mêmes et non pour Dieu. Merci beaucoup. Joa Komitalake, un dernier mot avant qu'on aille au Mali. Un dernier mot, si tu veux. Moi, je trouve que l'Église, dans son sens premier, quand on appelle ce qu'on appelle l'Église, c'est selon le mot, le sens premier du terme, c'est les appeler à sortir. C'est-à-dire vous sortez d'une certaine scission, vous sortez d'une certaine vie à une autre vie. Est-ce que ce n'est pas surtout ça qui fait que les gens, comme ils ne connaissent pas l'autre vie, sont amenés à poser certains comportements qui leur sont parfois préjudiciables? Pas vraiment. Jésus-Christ, en aucune partie de la Bible, n'a enseigné à ses fidèles de pouvoir jeûner pendant tel jour pour pouvoir lui rencontrer. Il a simplement dit que vous pouvez jeûner et prier afin de pouvoir se rapprocher de lui. Et ce rapprochement est nécessaire pour tout chrétien, mais pas au-delà de nos forces. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je trouve que c'est important pour toute l'Afrique de se renseigner. C'est parce que les gens ne lisent pas. C'est parce que les gens ne s'instruisent pas. C'est parce que les gens ne vont pas au-delà de ce que leurs pasteurs leur disent pour pouvoir chercher par eux-mêmes ce que dit la Bible en réalité. Parce que ce que le pasteur dit, si c'est en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible, moi je pense que c'est l'idéal est de pouvoir donc de rejeter ce que le pasteur dit et suivre ce que la Bible dit. Et c'est la seule façon de pouvoir donc s'évader des voies des gourous qui essaient donc de manipuler les gens qui sont mal informés. Et puis il faut le rappeler, ce n'est pas seulement que au niveau de la religion chrétienne, toutes ces bavures, toutes ces dérives là se constatent également dans les autres religions. L'islam où les gens sont des fanatiques véritablement, où ils inventent des choses, où conduisent des fidèles à faire des choses horribles. Dans les autres religions aussi, même vous avez de toutes ces réalités là. Je pense que la première personne à se mettre en cause, c'est l'humain. Nous devons faire jouer notre intelligence et pouvoir différencier le vrai du faux, de ceux qui disent de la vérité et de ceux qui ne le disent pas. Comme il l'a dit, la lecture est un véritable atout pour arriver à distinguer de ces vendeurs d'illusions ou de ceux qui prêchent véritablement l'évangile comme c'est écrit dans les Saintes Écritures. Merci beaucoup Samir. Ce sera donc la fin pour ce sujet. Nous prenons la direction du Mali et je veux bien rester avec vous, avec ce communiqué de l'armée malienne suite au crash d'un hélicoptère de l'armée. Samedi, le communiqué officiel ne fait état d'aucun bilan, mais selon certaines sources, on dénombre au moins 3 morts et des blessés. L'hélicoptère s'est écrasé à Bamako après une mission opérationnelle près de la frontière avec la Mauritanie. Première réaction, un crash d'un hélicoptère de l'armée malienne. Je pense que c'est déplorable parce que vous savez que la plupart de nos armées africaines n'ont pas assez de matériel. Et quand vous arrivez à perdre un hélicoptère de telle sorte, je pense que ça doit faire le deuxième hélicoptère depuis 2021. Oui. Il y a eu un crash entre-temps, et puis le second. Et dans la foulée, vous avez vu qu'il y a eu une attaque qui a coûté la mort au directeur de cabinet de la présidente de la République. Donc, je pense que c'est comme le sort s'acharne contre les autorités maliennes, malgré leur bonne volonté, malgré leur engagement, malgré leur disponibilité à rassurer les populations, à faire en sorte que la sécurité règne sur le territoire malien. Mais les faits semblent montrer le contraire. Donc, les autorités maliennes ont du mal véritablement à d'abord coordonner les différentes opérations sécuritaires afin de reprendre le contrôle d'un certain pourcentage du territoire qui les échappe jusqu'alors. Est-ce que le crash d'un hélicoptère veut dire qu'on a du mal à coordonner? Mais vous savez, lorsqu'on dit que vous avez eu un crash en 2021 et après, ça fait combien? À peine une année et demie, on dit vous avez encore eu un crash, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'armée malienne. Soit ils n'ont pas des compétences techniques. Non, mais ils se sont vantés d'avoir acquérir un bon matériel avec la Russie. Vous vous rappelez bien. Ça veut dire que soit vous n'avez pas les compétences nécessaires au sein de votre armée pour pouvoir piloter ce genre d'engin,
soit il y a un problème véritablement. C'est pour ça on l'a toujours dit. Et je l'ai toujours rappelé. C'est vrai, la souveraineté militaire, c'est une bonne chose. Quand vous avez de l'expertise technique, quand vous avez les moyens matériels et humains nécessaires. Mais il ne faut pas fermer la porte à la coopération. Il faut veiller à ce que vous puissiez... Le Mali n'a jamais fermé la porte à la coopération. Vous n'avez jamais fermé la porte à la coopération. Vous renvoyez des gens qui ont contribué à former votre armée pendant plus de 15 ans. Si vous faites allusion à la France, c'est eux qui ont annoncé d'abord. C'est vous qui le dites, je ne sais pas si c'est la France ou pas. Mais vous renvoyez vous avez renvoyé ceux qui ont contribué à former votre armée pendant 15 ans, ou bien au-delà, après, au lendemain même des indépendances, où la France a toujours été aux côtés de nos armées. Aujourd'hui, c'est vrai, nous diversifions nos armées, puisque vous l'évoquez, ce n'est pas parce que la France était aux côtés du Mali que le Mali n'avait pas cette opportunité d'être ouverte, que le Mali s'ouvre à d'autres partenaires, bien évidemment, sous la conduite des autres présidents. Le Mali a entretenu des relations avec d'autres pays, comme la Russie, comme la Turquie, comme l'Allemagne, et comme les États-Unis également, qui appuient techniquement. Donc, véritablement, moi, ça renvoie à une réalité comme quoi on se rend compte que malgré tout ce qui a été fait, malgré cet engagement des autorités en place aujourd'hui, le sort s'acharne contre le Mali, véritablement. Le sort s'acharne contre le Mali. Même réflexion à votre niveau, je vois comme il est à la quai. Pas du tout. Pas vraiment du tout. Je me promets d'aller à l'encontre de tout ce que M. Samir a dit. Et en lui rappelant que, vous savez, le Mali est en train de faire quelque chose de très merveilleux en Afrique. Et quoi qu'on dise, un digne fric d'Afrique. Ceux qui aspirent vraiment à la liberté et à l'indépendance proprement dite, doivent être fiers de ce que le Mali est en train de faire. Pourquoi? Parce que lorsque un pays ose rejeter les idées ou bien l'idéologie d'une puissance qui a longtemps, je le répète, qui a longtemps essayé de submerger ou mettre en dessous de ses intérêts, l'intérêt de toute une nation, je pense que forcément, il faut changer de partenaire. Vous pensez que les anciens partenaires du Mali ont mis en dessous de leurs intérêts, les intérêts du Mali? Ça, c'est prouvé partout ailleurs comme ici. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Mali, qui est un pays souverain, a le droit, sinon la priorité de pouvoir choisir son partenaire. Et aujourd'hui, ce qu'on constate au Mali, les différents crashs qu'on puisse citer en 2022, 2021 ou 2023, c'est des faits parmi tant d'autres qui peuvent arriver à n'importe quel moment à chaque pays que nous voyons. Et donc, moi, je trouve sincèrement qu'il faut encourager les autorités maliennes et leur dire, en fait, qu'il faut une certaine maintenance de tout ce qui est équipement, de tout ce qui est matériel lié donc à la, comment vous appelez, à l'outillage donc de leur armée pour pouvoir donc accéder réellement à leur indépendance. Et moi, en tant que fils africain, je les encourage et je ne peux en aucun cas leur dire qu'ils sont sur le mauvais choix, sur le mauvais chemin. Ils sont sur la bonne voie et nous devons les encourager parce que c'est très important. Même si un hélicoptère de l'armée fait crash? Non, c'est pas encore ça la fin de toute chose. Même si l'hélicoptère fait un crash, c'est pas encore la fin de toute chose. Ils ont quand même l'opportunité de se rattraper. Ils ont quand même l'occasion de pouvoir donc s'outiller, de pouvoir se renseigner davantage. Parce que rappelez-vous, jusqu'alors, on n'a pas encore dit quelles sont vraiment les causes réelles de ce crash-là. Est-ce que c'est une défaillance technique ou quoi que ce soit? Et donc, moi, je pense que nous avons tout le droit, tout le plaisir de pouvoir encourager ces dignes fils d'Afrique qui essayent de booster, sinon, les mentalités africaines à pouvoir s'autosuffire, à pouvoir aller vers une autosuffisance et gravir les échelons vers l'indépendance que tout Africain a toujours cherché. Le Mali est-il en train de gravir les échelons effectivement vers cette indépendance que tout Africain aurait cherché? Votre réaction et surtout sur le crash plutôt de cet hélicoptère de l'armée annoncé par l'armée malienne? Bon, quelle indépendance?
Au fait, bon, je peux dire que pour le crash d'hélicoptère ou d'avion, ça arrive. Hein. Dans les guerres, ça arrive même aux puissances les plus aguerries. Oui. Ça leur arrive. Le crash, là, on peut dire c'est déplorable, mais en temps de guerre, on assiste à ces choses-là. Le Mali, on le déplore parce que le Mali vient de perdre un hélicoptère. En 2022, ils ont perdu un avion proche de Gao. Donc, ça arrive en temps de guerre. Ou peut-être, c'est les enquêtes qui ne sont pas faites pour voir les causes même réelles de ces accidents-là, si c'est la défaillance humaine ou bien c'est à chaque fois qu'il y a ces événements, on ouvre quand même des enquêtes. Oui, on ouvre quand même des enquêtes. Donc, ce qu'il y a, c'est que, ce que moi je voudrais faire remarquer, c'est que dans les guerres, il y a quand même de ces crashs d'hélicoptères ou d'avions. Et ça arrive dans les guerres, et ça arrive même beaucoup lorsque la guerre dure, hein, même aux puissances les plus aguerries. Mais au fait, est-ce que par là, le Mali, si on peut parler d'indépendance ou bien d'une affirmation de soi, non. La junte actuelle est venue au pouvoir. Et son motif, c'est pour chasser Ibeka du pouvoir, c'est que le pays était que Ibeka n'arrivait pas à combattre les terroristes. Mais c'est pour ça qu'il faut comparer maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, la junte est au pouvoir. Est-ce que les terroristes ont quitté le Mali? Non. Moi, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont jamais dit que aussitôt qu'ils prendront le pouvoir, les terroristes quitteront le Mali. Ibeka, l'un des motifs les principaux motifs, l'un des principaux motifs, c'est que Ibeka n'arrivait pas à sécuriser le Mali. Est-ce que vous ne voyez pas de changement dans la gestion des militaires maliens par rapport à la gestion de Ibeka au plan sécuritaire? Vous ne voyez pas de changement? Moi, je ne suis pas au Mali, mais je fais constater ce vous qui se n'étiez passe. Pas au Mali, mais écoutez, je dis, je fais constater. Je ne peux pas analyser la gestion de Ibeka par rapport à la gestion de... Parce que c'est des informations que nous recevons pour analyser la situation. Moi, je ne peux pas parler de la gestion d'Ibeka ni de la junte au pouvoir. Mais je ne fais que faire constater ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, le crash d'avion et d'hélicoptère, je dis que ça peut arriver. Mais le problème sérieux, c'est quand on parle de l'attaque des djihadistes actuellement et à Sévaré. Où il a fallu l'intervention des casques bleus pour éviter le pire. Ils ont perdu actuellement, et je crois il y a de cela 3 jours à Sévaré, 9 personnes au niveau du Mali. Il y a aussi l'attaque, il vient de le souligner, l'attaque contre le conseiller, je crois, du président de l'armée, le directeur de cabinet. Donc ça veut dire que il y a quand même ces djihadistes-là qui font encore la loi au Mali. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et pour dire que le Mali veut avoir son indépendance vis-à-vis de certaines puissances, je dis non. Ça c'est du populisme qu'on nous sert en Afrique présentement et il faut faire attention. Les Maliens ont toujours été formés, surtout les pilotes maliens ont été toujours formés en Russie. Oui. La Russie est un partenaire de longue date du Mali. Ça n'empêchait pas le Mali d'avoir aussi une coopération avec l'armée française. Et je vous rappelle que c'est grâce à l'armée française que les djihadistes ont été stoppés dans leur avancée vers la capitale Bamako. Okay, et qu'ils ont été chassés au-delà de Gao et de Kidal. Donc ça veut dire que pour lutter contre le terrorisme, il faut une coopération, une vraie coopération des différentes armées. Même les armées les plus puissantes ont besoin d'autres armées pour pouvoir arriver à cerner les terroristes. Je le rappelle, le Mali n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit, selon les informations officielles. La France, quand elle opérait au Mali, avait besoin du renseignement des États-Unis pour pouvoir cibler les terroristes. Donc, il ne faut pas, actuellement, si le Mali veut affirmer son indépendance militaire, pourquoi il fait appel à la Russie? S'il faut chasser comme peut-être un impérialiste, entre guillemets, pourquoi on fait appel à la Russie? Donc actuellement, les pays, la stratégie des pays africains, c'est de diversifier leurs partenariats. Et c'est ce qui est conseillé.
affirmer d'une manière véhémente que nous savons que c'est ce pays qui est quand même le diable, entre guillemets, et que nous voulons nous tourner vers un autre pays qui est aussi un pays qu'on peut parler, on peut traiter d'impérialiste si nous voulons traiter les autres aussi comme ça. Donc, qui n'ont pas forcément la même histoire. Ce n'est pas une histoire d'indépendance ou pas, mais c'est une histoire de partenariat, de comment faire la stratégie à mettre en place au niveau des partenaires et au niveau de son armée, de l'armée nationale, pour pouvoir arriver à gagner la guerre du terrorisme. Merci beaucoup. Samy, vous voulez réagir? Oui. Moi, je voudrais apporter quelques petits éléments. Le premier, c'est que quand vous n'avez pas assez de matériel, vous mettez tout en œuvre pour éviter ce genre d'événement que nous assistons aujourd'hui. Le clash. Comme l'ont dit les autres, en plein Bamako, est-ce que cela ne peut pas arriver à tout le monde? Un crash d'avion, ça peut arriver à tout le monde. Cela peut arriver à tout le monde. Vous imaginez de 2021, 2022, vous avez eu de crash. Donnez-moi un exemple dans la sous-région où il y a eu de crash. C'est sur cette période-là. Non, attendez, donnez-moi les pays communiquent. Nos pays africains communiquent de plus en plus. Vous avez au sein des armées, vous avez aujourd'hui une cellule communication. Nous avons des armées modernes aujourd'hui. Nous communiquons davantage. Les armées ne communiquent pas de la même manière. Mais aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, nous avons une base de chasse. Vous savez, nous avons des grands pilotes aujourd'hui au Togo qui pilotent merveilleusement. Donc, si vous n'avez pas assez de matériel, puisque vous vous vantez d'avoir acquérir, depuis que vous êtes arrivé à la tête du pays, avoir acquérir le matériel que le pays n'a jamais acquéri depuis son indépendance. Vous imaginez, vous vantez votre capacité technique. Vous vantez votre capacité, ça veut dire que vous avez du matériel sophistiqué, du matériel moderne. Donc quand vous avez du matériel moderne, ça veut dire que vous avez veillé à ce que les gens qui manipulent ce matériel-là aient aussi des compétences qui soient à la hauteur, puisque vous vantez votre coopération. Comme l'a dit tout à l'heure, pour le moment, on ne sait pas si c'est dû à un défaut de pilotage. Mais dites-moi, lorsqu'on a assisté au crash qui s'est passé en 2021, au fin 2021, début 2022, les enquêtes nous ont donné quoi? Vous avez dans un pays où les gens sont obstinés à garder le pouvoir, à mettre en place des artifices pour dire qu'en réalité, nous affirmons notre souveraineté. Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent que c'est dû à une manipulation technique des militaires maliens? Ils ne vont jamais le dire. L'enquête va s'ouvrir, on n'aura jamais de résultats. Nous allons y revenir. C'est une erreur de manipulation. C'est une erreur. C'est-à-dire que l'armée malienne... Même sans avoir les éléments, vous concluez déjà que c'est une erreur. Mais attendez, en plein Bamako, quel est le danger? L'honorable disait qu'en temps de guerre, qu'est-ce qui chasse l'armée malienne en plein Bamako? Je rappelle que cet hélicoptère revenait d'une mission opérationnelle. Mais une mission opérationnelle, quand vous avez reçu une mission opérationnelle, à l'air, qu'est-ce qui a touché l'avion? Rien. Puisque vous êtes tombé de vous-même. Et puis, heureusement que c'est tombé dans une maison inachevée. Sinon, on aurait pu avoir des victimes civiles. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut être clair là-dessus. Nous avons des armées qui sont en pleine construction. Nous allons acquérir de plus en plus du matériel, puisque nous n'avons pas de moyens pour moderniser dans un moyen terme nos armées. Nous allons le faire petit à petit. Nous avons besoin de petits que ce soit. Nous avons besoin de tout le monde. Attendez, les autorités maliennes s'attendaient à quoi? Que la France vienne en bon samaritain en Afrique? Que les États-Unis viennent en bon samaritain en Afrique? Que la Russie vienne? Si c'était nous qui allons en France, vous pensez que nous allons en France parce que nous n'avons pas des intérêts, nous allons en France pour offrir notre bienveillance? C'est ce que nos tirailleurs ont fait. C'est ce que nos tirailleurs ont fait. Mais ça, c'est l'étape de la colonisation. Nous étions sous le joug de la colonisation. C'était le colonisateur qui gouvernait nos territoires. Ça, c'est une autre phase de l'histoire. Mais je pense aujourd'hui que ce qui est important, c'est de veiller en sorte que les populations maliennes puissent retrouver leur sérénité d'antan, puissent regagner leur territoire, puissent s'occuper avec les activités génératrices de revenus. Moi, je trouve que c'est bien beau de vanter les discours panafricains, de vanter l'autonomisation militaire, l'autonomisation nationale, la souveraineté, tous ces beaux mots-là. Ça, c'est le droit international, ça. Les Blancs l'ont utilisé à un temps donné. Ils ont constaté qu'en réalité, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail.
Et comme l'honorable l'a dit, mais c'est les faits. On ne peut que juger les faits. Si on compare au moment où les autorités maliennes en place ont pris le pouvoir sous prétexte qu'il y avait de l'insécurité totale, dites-nous quelles sont les avancées. Les rapports le disent, les Nations Unies sont claires là-dessus. La situation sécuritaire s'est véritablement détérioré au Mali depuis que la junte est au pouvoir. Ce sont les rapports des Nations Unies, l'organisation à laquelle vous appartenez. Et le Mali appartient à beaucoup d'organisations. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui se dit, avec tous les apports que ces partenaires internationaux, notamment les institutions internationales et les pays apportent, mais quittez, isolez-vous, et on va voir si vous allez résister. On peut aussi critiquer ces rapports, comme ils l'ont fait récemment en critiquant le rapport d'Antonio Guterres sur l'évolution de la situation au Mali, le rapport trimestriel qu'il présente au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais vous critiquez, vous n'apportez pas de preuves. Non, attendez. Vous pouvez le contrer. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de critiquer, mais il ne suffit pas de critiquer, mais il faudrait que vous apportez les preuves pour dire, en réalité, ce que vous avancez, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et voilà, la communauté internationale sera au courant que voilà ce qui s'est passé. En réalité, celui qui ment, ce sont l'Organisation des Nations Unies. Mais vous critiquez parce que vous avez le bon parler. Merci. Vous n'apportez pas les preuves pour dire qu'en réalité, la situation sécuritaire s'est améliorée. Mais c'est du bluff, c'est dangereux. La situation sécuritaire ne s'est guère améliorée pour la population et c'est malheureux. On a compris. Je viens à vous, Joao Komitalake, pour terminer. Oui, un rectificatif. On ne quitte pas les Nations Unies parce qu'on n'est pas d'accord. On quitte les Nations Unies parce qu'ils sont incapables de faire quelque chose pour notre pays. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, les Nations Unies ne sont pas Nations Unies pour elles-mêmes, mais il est Nations Unies parce que nous avons décidé ensemble de mettre en place un système qui permettra la sécurité de tous les pays. Mais la Corée du Nord n'est pas... C'est très important. Ça, il faut le préciser. Ensuite, vous devrez simplement savoir que la France a joué un rôle très important, même si le bilan a été totalement négatif au cours donc, de son séjour, si on l'appelle ainsi, au niveau du Mali. Le bilan a été négatif. Pendant des années, la France a assuré la sécurité de ce Mali-là qui lorsque vous regardez d'une manière holistique le bilan de cette France sur donc l'assurance sécurité de ce pays, c'est tellement nul. Vous pensez que le bilan de la France est nul aussi? La question à se poser en tant qu'Africain, en tant qu'homme éveillé et éclairé, la question à se poser, c'est de se demander à savoir d'où viennent les terroristes, comment sont-ils outillés et où trouvent-ils les matériels ou le matériel le plus sophistiqué? Le Mali ne fabrique pas même je peux parler, si je parle de Mali, c'est trop aller. L'Afrique tout entière, je peux parler ainsi, ne fabrique pas de matériel de guerre. Mais il y a des trafiquants d'armes en Afrique. Ces terroristes sont totalement outillés d'une technologie de pointe. Est-ce que ça ne peut pas être dû aussi à des trafiquants d'armes qui sont africains et qui outillent ces terroristes-là aussi? Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité en tant qu'Africain. Il ne faudrait pas qu'on se cache la face. Lorsque vous êtes à charge d'un pays qui essaye de se révolter sur sa situation, qui essaye de se donner une certaine importance par rapport à son indépendance, moi je crois sincèrement qu'il faut lui accorder un minimum de crédit et lui dire, tiens, tu es sur la bonne voie, vas-y, parce que toute l'Afrique est avec toi. Aujourd'hui, qui va se plaire aujourd'hui à regarder le Mali se croupir devant ou en dessous de la France et vous dire, pardon, venez encore, on va voir si ça va aller. Non. Il faut à un moment donné de notre histoire qu'on assume notre rôle en tant qu'Africain. Merci beaucoup, Joao Komitalake. Merci à vous pour vos réflexions sur ce sujet. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite.